Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand, revue d'actualité. Yes. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Investissement Québec a coupé la semaine dernière dans des programmes pour les jeunes pousses, pour les startups innovantes, les PE innovantes et les PME innovantes. C'était le principal programme, ça s'appelait le programme Impulsion. Puis ce que ça faisait, c'est que ça te permettait comme entreprise de lever des sous jusqu'à concurrence de 750 000 et investissement en débenture convertible matchait le montant. Alors, tu trouvais de l'argent d'un investisseur qualifié. C'était pas monsieur et madame tout le monde, il fallait une liste. Ouais. Puis, bon, ce programme-là a été annulé en catimini sur le site web d'Investissement Québec dans la nuit de mercredi à jeudi. Moi, j'étais dans un événement en Ontario qui s'appelle SaaSnor, qui est le plus gros rassemblement d'entreprises software SaaS. as a service, là, des Puis plateformes. le gars d'Investissement Québec, le directeur du programme, a défendu le programme le mercredi devant 400 personnes. Puis le jeudi, quand je l'ai recroisé, il dit « Je suis le directeur du programme, puis personne ne m'a écrit encore. C'est sa propre direction. Alors, puis moi, ce que j'ai su depuis la semaine passée, c'est une commande politique. C'est le ministre de l'Économie qui a appelé... La ministre? La ministre qui a appelé au niveau d'Investissement Québec puis qui ont demandé, by the way, des compressions dans l'ensemble des sociétés d'État. D'ailleurs, on a appris cette semaine là, qu'il y avait 60 personnes chez Investissement Québec qui avaient été subitement mises à pied là, sans autre forme de procès. On a comme un peu l'impression d'une organisation Investissement Québec qui n'a pas de stratégie actuellement. Hein. Ça va par-ci. On a annoncé un gros programme, là, Grand V. Tu as vu ça, 4,5 milliards de dollars. Programme un peu mystérieux là, pour l'instant. Je n'ai pas réussi vraiment à comprendre exactement comment l'argent va être attribué. Mais dans la foulée, le lendemain matin, on annule les affaires, on met des gens à pied. C'est comme, où est-ce que ça s'en va? En juillet, ils ont mis de l'argent dans Lyon Électrique pour garder les lumières allumées. Okay? Ils ont mis de l'argent en juillet aussi dans une compagnie qui s'appelle LeaderTech à Québec, qui est sur le point d'être... LeaderTech qui est sur le point d'être délisté du Nasdaq. C'est rendu le bras le bras casse-cou des ordres de la CAQ. Non, c'est vraiment la CAQ qui appelle, puis il dit, tu mets de l'argent là-dedans, puis ils sont obligés d'empérer. Parce que c'est pas comme la caisse de dépôt où il y a un certain... Il n'y a pas d'indépendance. En fait, il n'y a pas l'indépendance. Il y a zéro d'indépendance. Donc, ils prennent des décisions un peu... C'est ça, mon impression, comme je te dis, c'est une impression, là, mais même les gens que je connais qui sont proches d'IQ et dans la communauté des investisseurs, on n'a pas de clarté. Là. Comme tu dis, même les gens à l'interne ne savent pas ce qui se passe. C'est comme... il y a toutes sortes de décisions abracadabrantes qui sont prises dans toutes sortes de directions. Les auditeurs directions. pensent que je casse du sucre sur Investissement Québec. Investissement Québec, en ce moment, capote. Là. J'ai parlé à 3-4 personnes. Ils comprennent pas. C'est une décision de la ministre puis, by the way, la ministre a subi la décision d'Éric Girard, le ministre des Finances, qui subit la décision de François Legault. Là, donc, les gens se font dire, vous devez couper. Mais c'était un peu un gouvernement en panique là, avec lequel on doit traiter actuellement, là, qui se sont fait tellement chicaner de leurs 11 milliards de déficit, etc. Et tu sais, mon hypothèse, Phil, on n'a pas accès à ces chiffres-là en temps réel. Eux, plus que nous. Je pense qu'on s'enligne peut-être. Le 11 milliards, c'était un 11 milliards de budget. Hein, c'est budgété. Et à mon avis, là, tu me citeras là-dessus dans quelques mois, mais à mon avis, on s'enligne sur plus que 11 milliards. Et c'est ça la panique actuellement. C'est que là, tu t'imagines, c'est le résultat des comptes nationaux. C'est qu'en fait, la dette, ça a été 12 ou 13 milliards, le jugement sévère qu'on va porter sur Éric Girard. Donc, je pense qu'actuellement, il essaie d'économiser des petits bouts de chandelle. Là, on peut les aimer, pas les aimer, jouer l'histoire de la langue. Dans le Canada anglais, là, c'est les titres dans les quotidiens, là, c'est « Is Québec is going to go bankrupt? » Non, ça n'arrivera pas, je suis d'accord avec toi. Mais c'est honnêtement, là, si on avait cette entreprise-là, moi et toi, là, OK, puis qu'on démontrait... Quelle entreprise? Investissement Québec? Non, l'entreprise du gouvernement du Québec. Si nous, on était à la tête du gouvernement du Québec, puis c'était une entreprise privée... C'est pas une entreprise privée. Je suis d'accord, Francis, mais aucune façon, ils ne contrôlent rien.
Ben, ils essaient de contrôler, puis clairement, ça donne l'impression d'une poule pas de tête. 11, puis tu me dis qu'on va le péter. Ça va bon, Donald Trump a été élu. On peut mettre ça de côté. Yes. Pour le meilleur et pour le pire. Mais ceci dit, le Department of Justice, la DOJ et la FTC, la Trade Commission, a évidemment plusieurs instances là, où ils poursuivent des grands acteurs numériques, les accusant évidemment d'avoir fait preuve là, de comportement anticoncurrentiel, monopolistique, etc. Et donc là, il y a cette nouvelle qui est sortie cette semaine. Je voulais un peu t'entendre là-dessus. On laisse planer là, au DOJ, le Department of Justice, qu'on voudrait séparer Chrome de Google. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, plus Android, là, pour ton information. Ouais, okay, Google d'Android. Ouais. Ben, en fait, c'est au même titre que, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plusieurs années, le même DOJ, là, il y a une vingtaine d'années, je veux dire, avait poursuivi Microsoft parce que quand tu achetais un pour laptop... Internet Explorer. Pour Explorer, mais ça allait même que Office venait built-in dans des ordinateurs. Puis, ils ont gagné, sont allés en appel, Microsoft, puis ils ont détruit le jugement en appel. Alors, moi, je pense que ça va être... Tu sais, c'est des batailles de titans, là. Genre, je lisais un article dans le Wall Street Journal. Je pense que Google est rendu à 200 millions de frais d'avocat. Millions, ça? Millions. C'est pas tant. Mais, tu sais, tu comprends? Ouais. Alors, je pense qu'ils vont se battre, puis... Encore une fois, mais tu sais, de laisser aller le furteur. Là, ils ont fait 174 milliards de dollars de profit l'an dernier. Fait que ils peuvent se 200 millions. Comme 20 piastres. Moi, j'ai un amour, haine rapport amour-haine avec les avocats. Post Canada? Ben, Post Canada, j'en ai parlé hier oui, à Mario Dumont. Je pense que je t'ai peut-être même remplacé parce que d'habitude, c'est toi qui fais ça. Ils m'ont appelé comme à la dernière minute. T'étais à Dumont, mais non, je l'ai parlé moi aussi. Écoute, franchement. Ils m'ont appelé à la télé. À la télé, à la dernière minute. Mais bon, ma lecture, c'est super simple. Puis pour les gens de Post Canada, puis là, il faut que je fasse attention parce que le chairman de Post Canada n'arrête pas de venir voir mon profil sur LinkedIn depuis hier. Bon. Mais ils vont tuer la business consommateur. Si la grève perdure plus qu'une à 2 semaines, qu'est-ce que tu appelles les enveloppes. Les enveloppes. Avec des timbres. Les timbres. Okay. Mais, OK, fait, juste contrepoint. Puis ça ne sert à rien, cette business-là. Non, encore une fois, je te dis genre, pas... Qu'est-ce que tu reçois par la poste, Philippe? Des avis de cotisation, ton renouvellement de permis de conduire, plein d'affaires qui, honnêtement, devraient être 100% numériques. Moi, je ne reçois plus jamais de courrier utile. Quand tu regardes la business de la Poste Canada, c'est 2 business... Ben, tu sais, il y a plusieurs business, là, mais il y a Purolator, les colis. Les colis, puis la Poste. Mais la Poste fait aussi des colis. Exactement. Ouais. Ça dépend du type de colis. Des colis pas vite, là. Okay? On fait ça mais l'an passé, ils ont perdu 750 millions. Ouais. Et l'année d'avant, Mais l'an passé, ils ont perdu 750 millions parce qu'ils ont vendu 250 millions d'actifs. Sinon, ils auraient perdu 1 milliard de dollars. J'ai écrit un article là-dessus, Phil, qui devrait être paru là, dans le journal. C'est au moment que vous écoutez ceci. Puis, ça fait depuis 2016 qu'ils n'ont pas fait de profit. Là, bon. Fait que c'est vrai. Puis, évidemment, comme je dis, j'en ai rien contre les facteurs, mais pour moi, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai reçu une lettre de la Poste que j'étais comme, oh my God, je vais te donner un exemple. Utile. En France, là, ils ont greffé une banque. Oui, puis ils vendent même des cellulaires. Puis etc. Pourquoi? Ils ont transformé les petits bureaux de poste en comptoir d'accessibilité de d'autres affaires. La Poste française fait des profits. Dans un pays scandinave, OK, le postier vient... Tu peux lui demander, là, les gens, je te dis, je vais me faire lancer des tomates, mais dans les pays scandinaves, tu peux prendre ton postier. Si tu es une personne âgée, tu peux te mettre sur une liste. Ça te coûte des sous. Ils t'ont ton gazon. OK? Non, mais Francis, tu sais, à 80 000 le postier, puis tu as promené avec des lettres qui a de moins en moins de lettres. On va leur faire d'autres choses. Ton gazon par un gars qui coûte 80 000, c'est pas nécessairement une très bonne utilisation. Honnêtement, fais laver des vitres, fais un car wash, je sais pas, moi. C'est tous des usages qui valent pas 80 000, Philippe Charventin. Mais on va les payer, puis sont au bras de l'État. C'était notre revue d'actualité. Restez à l'écoute. On a 3 invités très intéressants aujourd'hui. Jessica Dénommé de chez Pop Underwear. On a Ryan Lahey, qui est un courtier hypothécaire. Et évidemment, l'ami Alexandre Chagnon chez Vitrail, qui est une entreprise qui, avec l'intelligence artificielle, permet d'accéder plus rapidement aux bons spécialistes de la santé. Restez à l'écoute. C'est vraiment des belles entreprises. Bien sûr. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. La semaine dernière, Paul Arcand, qu'on aime bien,
radio rivale, on va se le dire. Mais il n'est plus à radio. Il a écrit un article dans la presse, une publication rivale, mais on l'aime quand même. Un texte qui s'intitulait « Se priver du privé ». Puis ça m'a beaucoup interpellé parce qu'évidemment, on sait qu'on a de vastes problèmes avec le système de santé au Québec, au Canada, en fait. C'est peu dire. C'est peu dire, mais écoute, parenthèse, je lisais un article sur le système de santé ontarien, puis tu sais, quand on se compare, on se console. Bref, tout ça pour dire, il y a des enjeux, puis évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société civile, des entrepreneurs, des gens brillants qui ont des bonnes idées. Puis il y en a un qui est avec nous aujourd'hui à l'émission, Alexandre Chagnon. On dit vitrail. On prononce en français. T'es PDG, fondateur, concierge, CFO, codeur, développeur, marketeur. Exactement. Vous êtes combien dans la compagnie? Là, on est 15. Okay. On est une petite boîte encore. Ouais, des fois, on est 3. Là. Non, on est 15. On est 15. Puis je suis pas programmeur, je suis codeur. J'ai jamais fait une ligne de code, mais c'est pas mal la seule chose que j'ai fait. Je te charriais un peu, mais donc, vous faites essentiellement une solution vitrail donc, qui permet de, entre guillemets, gérer le trafic dans le domaine de la santé. Déjà, peut-être un peu là, pour nos auditeurs, pour nous, explique-nous concrètement comment ça fonctionne. Oui, bien en fait, c'est une intelligence artificielle qui a appris à comprendre qui fait quoi au Québec. Parce que si ce matin, on s'était levé puis on avait tenté de prendre un rendez-vous dans une clinique médicale, parce que je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un médecin de famille, ce qu'on vous aurait posé comme question, c'est votre nom, votre numéro d'assurance maladie, puis après ça, vous auriez eu un rendez-vous, si vous étiez chanceux, là, avec un médecin. Pourtant, dans les cliniques médicales, depuis très longtemps au Québec, il n'y a plus juste des médecins. Moi, je suis pharmacien à la base. Il y a des infirmières cliniciennes, des infirmières praticiennes spécialisées, des TS, des travailleurs sociaux. Et depuis 10 ans, au Québec, on adopte des projets de loi qui permettent à ces professionnels de la santé-là de faire de nouvelles activités, diagnostiquer des choses, prescrire des médicaments. Les pharmaciens vont pouvoir prescrire. Les vaccins aussi, depuis la pandémie, on a rajouté une panoplie de nouveaux actes. Non, mais même les psychologues, là, ils ont obtenu quelque chose. Avec le projet de loi 67, exactement. Qui peuvent faire des diagnostics psychologiques. Regarde ça. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas par une augmentation de l'accès. Autrement dit, on prend un rendez-vous ce matin, on voit notre médecin, puis là, notre médecin, au bout de 5-6 minutes, va nous regarder, va dire « il a fallu que tu vois ma travailleuse sociale, il a fallu que tu vois un psychologue, un physiothérapeute. Notre intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle questionne le patient sur sa raison de consultation. Elle est en mesure de dire « OK, ce patient-là, il doit avoir un médecin, bien entendu, des fois, mais parfois, non. Parfois, c'est quelqu'un d'autre. » Et nous, on a fait un projet pilote depuis 2 ans au Québec dans lequel on a réussi à démontrer que notre intelligence artificielle, lorsqu'elle est déployée dans une clinique médicale, elle dégage 23 à peu près % de capacité. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 23 % plus de patients qui sont en mesure d'être vus sans ajout d'effectifs, juste en faisant en sorte que dès son premier contact avec la clinique, le patient soit vu par le bon professionnel. La difficulté souvent dans le système de santé au Québec, c'est justement tu dis, on est dans... C'est d'entrée. C'est d'entrée. Ouais. J'en connais plein, là. Puis, tu sais, je veux pas te décourager, puis je t'ai pas l'air d'être un gars qui est décourageable, Alexandre, mais tu sais, j'en ai connu plein des entrepreneurs, des startups dans le domaine de la santé, puis souvent, ils vont ailleurs, là, mais surtout, tu sais, je veux dire, souvent, on est ici au Québec, on aime le Québec, on veut résoudre le problème pour les gens qu'on connaît, pour les gens autour de nous, mais malheureusement, il y a comme une espèce de mur là, de non-recevoir. Puis concrètement, juste pour obtenir $1, pour obtenir l'accès aux données, comment est-ce que vous y êtes pris, justement, pour... Parce qu'à 15 employés, j'imagine qu'il y a des dollars qui rentrent. Exact. Puis nous, on n'a pas fait de ronde de financement. Nous, on est bootstrap. Donc, on a vraiment on a financé nos opérations par l'entremise de nos clients. Donc, nous, on a commencé il y a 7 ans, en fait, cette histoire-là. Puis vraiment en parallèle du système qu'on connaît. Donc, moi, à la base, je l'ai mentionné, je suis un pharmacien d'hôpital, en fait. Je suis un pharmacien d'urgence et de soins intensifs. Puis je les voyais, les patients qui arrivaient à l'urgence pour des affaires qui n'avaient pas rapport à l'urgence. Je voyais des infirmières qui étaient extrêmement douées au triage. Donc, prioriser les patients, mais qui ne savaient pas qui pouvait faire quoi dans les réseaux. C'est devenu d'une complexité, savoir ça. Donc, quand on a commencé, nous, on a créé une plateforme qui s'appelait Question pour un pharmacien. Puis ça, c'est une plateforme sur le web qui offrait une alternative aux patients puis à Dr Google de pouvoir poser une question à un pharmacien comme moi, à des collègues, bien entendu, aussi, qui se sont greffés à cette plateforme-là, et d'être en mesure de recevoir une réponse fiable d'un professionnel de la santé plutôt que d'aller lire sur les blogs quelconques qu'on voyait sur Internet. Puis ça, c'est une plateforme qui a été maintes fois prisée, il y a plein de prix, tout c'était parfait. Ça, c'était-tu dans ton entreprise actuelle? C'était celle-là, oui, exactement. Exactement. C'est l'évolution. C'était pas un autre projet? Non, c'est la genèse. C'est la genèse, exactement. Puis l'enjeu de cette plateforme-là, c'est qu'il y avait 30 % des patients qui posaient des questions sur la plateforme. Même si le nom, c'était question pour un pharmacien, ça n'avait rien à voir avec ce que le pharmacien était derrière de faire. Mais tu sais, nous, on était à la porte d'entrée, puis on subissait ça. Des bulbes de tulipes, là, je peux-tu planter ça en septembre? Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à s'intéresser au concept de l'intelligence artificielle en 2017, quand la plateforme a été créée, pour être en mesure de prédire
prédire qui devrait, dans tous ces patients-là qui posent des questions, être vraiment mis en relation avec un pharmacien. Et de fil en aiguille, on a réussi à entraîner une intelligence artificielle à reconnaître les expressions québécoises, les mots québécois, puis qui fait quoi au Québec, pour être en mesure de dire, ça, c'est un pharmacien, ça, c'est un physiothérapeute qui devrait être mis en relation. Et en 2021, on a lancé Question pour un pro. Et là, encore là, on n'est pas dans les cliniques médicales, on n'est pas dans le réseau, on est en parallèle du réseau parce qu'effectivement, aller chercher des dollars puis des clients dans le réseau, c'est pratiquement impossible. Et là, le gouvernement, pour la première fois, nous a approché. Il a dit, il y a une patente qui s'est mise au Québec qui s'appelle les guichets d'accès à la première ligne, les GAP. Personne ne connaît ça, mais il y en a un à Rimouski. Allez voir ça. Puis dites-nous, c'est quelque chose que votre technologie pourrait opérationnaliser et aider. Et c'est là qu'on a fait un projet pilote pour la première fois, donc 5 ans après la création de l'entreprise. Là. Il y a parfois aussi de l'opposition on va dire, au changement. Je veux dire, très large. Puis, tu sais, ça vient de toutes parts. Mais notamment, personnellement, drôlement, j'étais avec l'Ordre des pharmaciens la semaine dernière. Puis on parlait de ça. Justement, il y a des actes réservés, il y a des choses, on veut protéger le public. Il y a des motifs légitimes à s'opposer au changement. Comment, justement, est-ce que c'est reçu, ce que vous proposez par monsieur, madame, ordre, office, les infirmières, les médecins spécialistes? Je pourrais t'en faire. Tu connais la liste mieux que moi. La liste est assez exhaustive. Parce que, tu sais, il ne faut pas se le cacher, puis je veux pas. C'est une excellente idée, mais tu sais, le système actuel, là, c'est. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, mes enfants ont fait des otites toute leur vie. OK. Puis, j'étais, tu sais, le sirop banal, l'amoxyl, je connais ça, je sais ce que ça goûte, mais j'étais obligé d'aller à l'urgence, obligé d'aller chez le docteur. Puis, à la fin, tu sais, j'en achetais en réserve aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, le pharmacien peut t'en donner. Exact. Alors, la question, c'est est-ce que ça va tant... Parce qu'il y a certains médecins qui aiment la check-check de la carte que tu es obligé d'aller les voir pour aller voir un physio. Ce qui est con. Parce que tu devrais aller voir le physio en direct. Ça vient-tu régler ça? La castonguette. C'est ça, exactement. Mais ça règle-tu un peu ça? Ça règle ça, en fait. Parce que nous, notre intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en évidence des patients qui sont vus par des médecins pour des choses qui ne requièrent plus l'expertise d'un médecin en 2024. Puis dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus des activités qui étaient auparavant genre réservées. Avoir du sirop banane. Exactement, de ça. Donc, à toutes les fois que ça arrive, nous, bien entendu, il y a des médecins, comme n'importe quel professionnel, qui a une certaine forme de résistance au changement. Donc, c'est important qu'il y ait des incitatifs à. Donc, l'intégration d'une intelligence artificielle dans une clinique médicale, jusqu'à très récemment, c'était les médecins des cliniques qui payaient le logiciel. Donc, nous, c'est un logiciel qui peut coûter jusqu'à 20 à 45 000 $ par année pour orienter les patients dans une clinique médicale. C'était les médecins. Sauf 23 % de personnel. Mais en même temps, tu sais, au net, ça aidait bien des gens, pas juste les médecins, cette technologie-là. Puis on avait des médecins qui, fort légitimement, nous disaient « Pourquoi ça à nous de payer pour ça si c'est bon pour le système au complet? » Et donc, ce qu'on a eu comme contrat annoncé en début... Ils veulent préserver leurs millions de dollars. En fait, de façon légitime, eux autres, ce qu'ils nous disaient, c'est « Hey, si tous les petits cas simples, l'otite, avec le sirop amoxyl de banane, là, si tu l'envoies vers quelqu'un d'autre, moi, mes journées sont pas mal plus tough. » Moi, là, dans ma journée de santé mentale, puis de dépression, puis de burn-out, là, j'aime ça d'avoir des infections urinaires de temps en temps. Puis ils ont raison de dire ça. Des petits cas... Des cas légers. Des cas légers. Moi, les petits cas légers, si c'est tout le pharmacien comme moi qui les prend, là, ça devient difficile la journée d'un médecin. Puis ils ont raison de mentionner que quand ils ont négocié leurs honoraires professionnels, il y en avait des cas faciles dans l'horaire. Donc, autrement dit, il faut que les bottines suivent les babines dans la mesure où est-ce que quand il y a une introduction d'une technologie comme l'intelligence artificielle, il faut que les décideurs se rassoient puis dire, OK, la Fédération des médecins exige ça pour aligner les incitatifs. Et c'est ça qui est survenu dans la dernière semaine. Nous, on a eu un contrat de 4 ans de 41,7 millions de dollars pour déployer notre technologie partout au Québec, dans toutes les cliniques médicales. Et là, il y a un gros travail de fond pour s'assurer que les incitatifs financiers soient alignés avec l'introduction d'une technologie comme ça pour que ça serve le patient. Le patient, ce qu'il veut, c'est rentrer dans le système puis être vu par la bonne personne dès son premier contact. Oui, c'est ça. Puis là, donc, vous avez développé une solution... Bon, je vais pas être... je suis pas là pour te charcuter, mais bon, j'entends, moi, comme consultant, parler d'intelligence artificielle tous les jours. C'est sûr. Puis bon, des fois, c'est un chatbot, des fois, c'est un arbre de décision avec plus que 10 options. Là, on appelle ça de l'intelligence artificielle. Vous faites de l'intelligence artificielle. Oui. Parle-moi un peu de cette bébite-là. Yes. Il y a des développeurs, j'imagine. Là. C'est pas simple. C'est pas... Il y a personne qui a 20 ans d'expérience. Non, comment vous fonctionnez, justement, pour coder la patente, puis
rappelle-toi qu'on a des auditeurs qui ne sont pas nécessairement des Absolument. PhD en IA, mais comment ça fonctionne concrètement, la patente en arrière, la machine en arrière? Exact. Mais nous, à l'interne, on en a des PhD en intelligence artificielle, on n'a pas le choix. Puis on a une combinaison un peu atypique pour une entreprise en technologie de un tiers de notre staff, c'est des gens qui sont des experts en intelligence artificielle. L'autre tiers, c'est des professionnels de la santé qui entraînent l'intelligence artificielle, donc des médecins, des infirmières qui interagissent avec l'intelligence artificielle sur quelles sont les questions qui devraient être posées. Puis on a un autre tiers qui c'est des patients partenaires. C'est des gens qui subissent le système, qui disent hey, « moi, là, c'est comme ça, il faudrait que ça fonctionne ». Puis l'entraînement, mais c'est vraiment l'intelligence artificielle, pour que ça soit très clair, là, concret, bien, elle pose des questions aux patients. Donc la première question qu'elle pose, c'est « Hey, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu consultes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à consulter? Hey, j'ai mal au dos depuis 2 semaines, ainsi de suite. » Et l'intelligence artificielle, je le répète, elle sait qui fait quoi au Québec et surtout les critères qui doivent être respectés pour que vous puissiez voir un physiothérapeute dans votre clinique médicale, par exemple. Parce qu'il y en a des physios. C'est juste qu'on n'y a pas accès comme professionnel de la santé. Ben, pas accès, il y a une gradation. J'ai mal dans le dos. Deuxième question, OK, parce que t'as un couteau dans le dos ou t'as levé une boîte, ça doit pas être... C'est différent. La prise en charge est différente. C'est ça, c'est normal. Puis à un bout du spectre, on envoie des patients directement straight pipe à l'urgence parce qu'il y a des patients tous les jours qui appellent dans une clinique médicale pour quelque chose qui requiert l'urgence. Il y a une patiente il y a un article qui est paru récemment là-dessus. L'article s'intitule « Sauver grâce à l'intelligence artificielle ». La patiente pensait faire une indigestion, sort du restaurant, ça va pas, appelle à la clinique médicale, l'intelligence artificielle a identifié que cette patiente-là c'était en train de faire un infarctus, une crise de cœur, cette patiente-là. Mais elle a confiance à son médecin, elle veut voir son médecin. Puis à l'autre bout du spectre, il y a des patients qui se lèvent un bon matin, en forme comme moi, mal à la gorge un peu, essaient de prendre un rendez-vous. Et là, ces patients-là, il ne faut pas qu'ils rentrent dans le système. Parce que ça, c'est un rendez-vous non pertinent. Ils ne font pas exprès. Ils ne se lèvent pas un beau jeudi matin pour dire « je vais aller embourber le système ». Mais on sait que ces patients-là, dans le bureau du médecin, le médecin va dire « hey, il n'y a rien à faire pour toi aujourd'hui. Va te reposer, prends du Tylenol, puis ça va bien aller. » Donc, c'est ça qu'on fait. Comment est-ce que tu t'assures que... Parce que c'est quand même des informations assez privilégiées, là, sur... tu sais, j'ai mal... J'ai mal à des affaires des fois spéciales. J'ai mal à des places que je préférerais que... Pas dire dans un podcast, mettons. Comment vous traitez la donnée confidentielle? C'est souvent un des enjeux en santé. Là, c'est que, surtout, c'est dialogique. Là. Oui. Faut déjà que tu installes la confiance, mais une fois que tu l'as, il faut que tu en sois digne de cette confiance-là. Hein. Exact. Donc, puis en intelligence artificielle, c'est un couteau à double tranchant dans la mesure où est-ce que on doit s'assurer que l'intelligence artificielle ait accès uniquement à l'information qu'elle a besoin. Donc, que ce soit Alexandre, Pierre, Guy qui soit en mesure d'être orienté ou de prendre rendez-vous, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de ces informations-là. Donc, au Québec, on a des lois. La loi 5 qui est adoptée en juillet, la loi 25 il y a quelques années, qui vient encadrer des entreprises comme la nôtre pour nous assurer que les bonnes informations soient dans les mains des bonnes personnes et juste ceux qui requièrent un certain accès. Et c'est exactement comme ça qu'on fait. L'intelligence artificielle, c'est pas c'est qui. L'intelligence artificielle ne connaît pas les informations de l'usager. C'est cacher l'intelligence artificielle. Puis dans l'entraînement en continu, parce que l'intelligence artificielle, c'est ça l'apprend en continu, bien, il y a un processus de destruction des renseignements de santé puis d'anonymisation de l'identité de l'usager pour être certain que quand, dans la conversation avec l'intelligence artificielle, mettons qu'il dit « Hey, puis finalement, hey, en passant, je m'appelle Pierre », bien ça, nous, on enlève ça pour le processus de réentraînement. C'est super important. OK. Puis là, donc, où est-ce que tu t'en vas avec tout ça, finalement, là, quand on va te réinviter dans 3-4 ans, là, au couple de mois, d'années, oui. C'est toi qui définis le spectre. De on va temps, vite, en fait, là, actuellement. Nous, on a un focus, c'est régler cette situation-là. Il y a des clients hors Québec qui nous ont approchés. On a signé certains de ces clients-là, mais on suit les bons conseils des agents de bord quand on prend les avions. Là. On met notre propre petit masque à oxygène avant d'aider à mettre ceux des autres autour de nous autres. Donc, le Nouveau-Brunswick nous a approchés. On a des démarches en Alberta, on a des démarches ailleurs à travers le monde, mais c'est notre système à nous ici. Moi, c'est mes enfants, c'est mon père, ma mère, c'est ça qu'on veut faire dans un premier temps. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec nos skis? C'est pas plus compliqué que de déployer dans toutes les cliniques du Québec. Il y en a 900 des cliniques associées au réseau de la santé. Les guichets d'accès à la première ligne, également les GAP, pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille comme moi. Moi, j'ai pas de médecin de famille. Puis, tout ce qui est le 8-1 aussi, Info Santé. Depuis sa création, ça fait plus de 15 ans. C'est que des infirmières qui travaillent au 8-1. Il y en a des centaines. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de comprendre que l'intelligence artificielle a une place là. On a déjà déployé, ça fait 1 mois qu'on est là. Et l'intelligence artificielle, sa job, c'est d'identifier qui requiert l'expertise d'une infirmière et qui pourrait être orienté directement ailleurs. Et sans mettre une infirmière live sur la ligne tout de suite. Bien, c'est que les infirmières, là, en 2024,
sont tellement compétentes que je comprends pas. Moi, je travaille avec des infirmières toute ma vie qui c'était des machines. Pourquoi elles passent leur journée au téléphone, ces dames, ces hommes-là? Ils sont extrêmement compétents. À faire du dispatch. Là, Exact. Donc, on a maintenant des technologies qui permettent de faire ça, ou du moins une grande partie. Puis, ben, on réserve aux infirmières les patients qui requièrent vraiment une évaluation infirmière. Alexandre Chagnon, PDG de Vitrail. Fondateur de Vitrail. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Plaisir. Vraiment intéressant. Puis on va suivre certainement l'évolution de la compagnie intéressant. avec beaucoup d'intérêt au balado. Merci. C'est gentil. Merci. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. On parle souvent, Phil, de modèles d'affaires alternatifs, différents, qui utilisent le numérique. Et puis, on apprenait ces derniers temps qu'il y avait une entreprise d'ici, Pop Underwear. Oui. Il y a peut-être une version française de ça qui existe à quelque part dans l'Internet, mais qui a réussi à doubler son chiffre d'affaires en utilisant TikTok. Et on est avec la fondatrice de l'entreprise, Jessica Dénommé. Bonjour, Jessica. Bonjour. J'avais parlé de ça, moi, à Benoît Dutrisac. De Pop Underwear? Oui, j'avais parlé de toi à Ouais. Dutrisac il y a quelques semaines. Puis on avait mis les images de TVA. Oui. Puis Benoît, il était comme flabbergast. Là, il comprenait. C'est spécial, honnêtement. C'est quelque chose que tu t'attends pas. T'sais. Au début, nous, quand on a commencé, en plus, on voyait vraiment ça de l'Asie. En Asie, ils le faisaient vraiment beaucoup. Puis, on trouvait ça spécial. On était comme, hey, ça pourrait être cool de le faire d'une certaine façon, tu sais, vraiment entertainant. Tu sais, maintenant, moi, j'ai même des invités que j'invite. Puis, c'est comme on emballe vraiment les commandes avec les invités. C'est ça. Next time, vous allez venir, tu sais. Puis, c'est ça. On s'attendait vraiment pas à une répercussion comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous faites là, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu là, parmi nos auditeurs? Là, ce que vous faites sur TikTok, c'est des petits blips, c'est live, c'est vraiment live. Vous faites des backflips, vous fabriquez des bobettes. Raconte-nous un petit peu, là, Jessica, c'est quoi votre stratégie de contenu, on pourrait dire? Là? OK, parfait. En fait, bon, pour les TikTok live, c'est vraiment, on emballe les commandes en live des personnes qui passent des commandes en live. Okay. Fait qu'on a vraiment une interaction directe avec la communauté. C'est vraiment, c'est spécial, mais c'est vraiment le fun en même temps parce que tu as une implication et tu as une communication directe avec ta communauté. Ça, c'est comme super. la version 2 des infomercials américains il y a une couple d'années. Non, mais tu sais, il disait en ondes, tu sais, Jackie vient de commander son chamois. C'était live, c'était fou raide dans ces années-là. Là. Ben, oui, je m'en souviens. C'est comme le chamois ou le chamois ou je sais pas quoi, c'était fou. Là. Chamois, c'est ça. C'est revenu, c'est comme revenu à la mode sur TikTok en ce moment. Puis, ça marche super bien. Comme je dis, c'est que tu peux également offrir un service client en direct. Fait que, mettons, des personnes qui sont comme, hey, j'ai entendu parler de vous. J'ai jamais acheté, mais ça fait longtemps que je vous connais puis que je veux acheter. Mais j'hésite comme quelle grandeur prendre. Fait que là, tu peux les aider en live aussi. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis nous, on amène toujours des concepts aussi, comme j'ai le concept d'inviter. Fait que là, je vais inviter, admettons, je sais pas, je vais dire, là, admettons, dernièrement, j'ai eu Émile Lalune, qui est un influenceur full aimé, québécoise. Fait qu'elle, je la reçois, j'y pose des questions crunchy que les personnes demandent en direct aussi. Et en même temps, on emballe les commandes en direct. Fait que c'est vraiment entertainant, honnêtement. Ton persona de client, oui. Tu sais, c'est quoi t'as-tu ces données-là? Là? Oui. C'est quoi l'âge moyen? C'est très vaste. Je te dirais, c'est beaucoup du 16-35. Le core, là. C'est des jeunes. C'est des jeunes, mais 35. Non, mais... on a beaucoup de jeunes mômes. Okay. On a beaucoup de 25-35. C'est comme si la moitié était 25-35, puis l'autre moitié était peut-être comme 16-20. OK, fait que plus jeune. C'est quand même intéressant. Ça reste bon. Et puis, félicitations. Là, ça semble bien fonctionner. TVA parlait de 15 000 $ par jour. Ça peut varier. Ouais. Fait que des fois, tu sais, ça... C'est quand même un bon ordre de grandeur, on va dire ça comme ça. C'est pas, encore une fois, mais est-ce que tu crains que, tu sais, il y a une notion un peu de flavor of the week, là, tu sais, que ce soit la saveur du moment, bon, ça marche, c'est drôle, on te suit, puis à un moment donné, peut-être dans 6 mois, c'est quelque chose, on suit quelqu'un d'autre.
comment est-ce que tu fais en sorte, justement, comme entrepreneur, là, que ce soit pas juste un beau trimestre, puis que ce soit quelque chose qui grandit pour plusieurs années? Ouais. Ben, déjà là, nous, ça fait 1 an qu'on fait ça. C'est juste que là, je pense que... jeune. C'est ça. Ça fait déjà 1 an qu'on fait ça, mais ça fait quand même 5 ans que j'ai l'entreprise. Fait qu'on a quand même... Oui, ça, c'est une méthode marketing qu'on a sauté dessus et qu'on a essayé, qu'on a vu que c'était fonctionnel. Mais par la suite, c'est certain qu'on a beaucoup d'autres techniques. Fait que c'est pas juste sur ça qu'on s'assoit. Mais c'est bon parce que ça fait énormément d'acquisition client. Fait qu'après ça, nous, on le sait que notre acquisition client, le monde rachète souvent 50 %. Vous les gardez après on les garde, ça. Là, vous avez leur courriel, vous avez leurs informations. Exactement. Là, Fait qu'ensuite de ça, c'est vraiment génial parce que en ce moment, c'est un bon tremplin, comme je viens de dire, pour l'acquisition client, mais après, nous, on les a. Fait qu'on le prend pour une... Faites-vous un genre de cross-sell, des fois, entre des marques, d'inviter... Oui. Je sais pas, quelqu'un qui fait une tasse, peu importe, des chandelles. Comment il s'appelle? Non, mais c'est ça, c'est là que je m'en vais. Poche et Fils. Mais tu devrais peut-être faire de quoi avec nos amis chez Poche et Fils parce qu'ils ont développé un personnage. Peu importe, mais est-ce que tu fais des... Oui, certainement. J'ai déjà fait avec 2 autres compagnies québécoises, Bloom et Pixiwoo. Fait que Pixiwoo, c'est comme plus des pinces, puis Bloom, plus du maquillage. Puis ça a super bien été aussi. Là. C'était vraiment qu'on amenait nos 3, je veux dire, toutes nos personnes ensemble. Là. Fait que ça a super bien fonctionné. TikTok, c'est un peu la plateforme du moment. Puis je veux pas revenir sur la même question que tantôt, mais c'est aussi la plateforme actuellement aux États-Unis, au Canada. Tu sais que je sais pas ce qui va arriver, puis honnêtement, pas que je m'en fous, mais tu sais, j'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Mais bon, on dirait qu'à chaque semaine, on dit qu'on va l'interdire, etc. Oui. Est-ce que tu as une réflexion, toi, là-dessus? C'est sur cette plateforme-là que tu sembles clairement bien maîtriser, là, bien connaître? Là? Comme je dis, c'est certain que demain matin, TikTok meurt, ça fait mal à beaucoup de brands. Genre, tu sais, c'est comme... Dont vous. Oui, exactement. Puis, pouvez-vous transposer ça sur Instagram? On est déjà beaucoup sur Instagram. Ce serait-tu l'équivalent de ce que vous faites actuellement? Oui, en ce moment, je dirais oui, parce qu'on a peut-être... Tu sais, on n'a pas loin de doubler, mais on n'a pas nécessairement non plus doublé. En voulant dire, tu sais, je pense que là, on va finir avec 3 millions cette année de chiffre d'affaires. Fait que c'est quand même bon. Mais par la suite, comme je dis, tu sais, on a un magasin à Québec qui roule super bien, qu'on a depuis 1 an. Une boutique physique. Oui, pop underwear. Oui, là, exactement. Avec très cool. Et on compte en ouvrir une autre cette année. Plus dans le coin de juin, on est en train de regarder pour ça. On fait aussi beaucoup de pop-up dans plein de villes. Fait que là, on revient d'une tournée au Nouveau-Brunswick qui a énormément marché. C'est une des meilleures tournées qu'on a faites. Fait qu'on se promène de ville en ville et c'est comme vraiment des boutiques éphémères. On fait ça depuis assez longtemps puis ça fonctionne super bien, encore une fois, pour l'aquisition client. Ensuite de ça, c'est sûr que toutes les méthodes marketing, notre email list, les Facebook ads, le SEO qu'on fait pas encore, mais qu'il faudrait faire. Mais avec le groupe d'âge que tu as, je pense que le mix est bon. C'est sûr que si tu parles, moi j'ai 2 garçons là, dans les tranches d'âge plus dans le 16-20. Oui. Mais eux, si c'est pas sur TikTok, ça n'existe pas. Oui. Tu comprends? C'est très TikTok génération, oui. Exactement. Mais l'autre génération que tu as nommée, les disons 25-35, là, je suis pas un expert en médias sociaux, mais ça doit être plus du monde d'Instagram. Oui, exact. Oui, c'est ça, parce que ça va avec les heures. C'est fou, hein? C'est complètement une campagne fou. LinkedIn pour moi. Et moi? Très intéressant, mais je voulais un peu... bon, là, on a parlé, tu dis, Nouveau-Brunswick et tout. Justement, c'est un succès québécois pour l'instant, le 3 millions de $. Là, c'est relativement 90 % Je pense que c'est bon. Avez-vous... Non, mais je veux pas que tu sentes que je te pique. Je suis intrigué, pour vrai. C'est quoi, évidemment, bon, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, avez-vous une volonté d'étendre un peu vos activités anglophones? Il y a 400 millions d'acheteurs au sud de la frontière, sans parler des 31 millions dans le reste du Canada anglophone. Donc... Il y a vraiment... en fait, je vais être bien honnête avec vous. Pendant un certain temps, je pensais, parce que j'avais souvent des oui-dire de personnes qui me disaient après 1,2 million, c'était difficile de vendre au Québec. Il y a beaucoup de monde qui me disait ça. Puis j'étais comme, etc. Puis finalement, je l'ai monté. 1,2 million, j'ai jamais entendu ce chiffre. On disait ça, qu'il y avait comme un... Oui, il y a dans le retail, admettons que c'était en haut, pas physique, pas des compagnies, admettons, physiques, mais en ligne. J'avais entendu quelques personnes me dire ça. Puis j'étais comme, OK, je suis quand même étonnée. On est quand même beaucoup de monde, mais que sûrement que c'est quand même difficile
se rendre, peu importe, comme je dis, moins physique, mais plus en ligne. Puis, finalement, vraiment pas. Bien évidemment, je l'ai vu. Puis, justement, ça m'a fait dire à quel point que, hey, il y a beaucoup à développer au Québec, là. C'est ça, mais si tu prends le commerce de détail, là, mais prends, disons, un cas que je connais bien, Canadian Tire. Canadian Tire, les ventes en ligne, c'est l'équivalent d'un magasin. Non, c'est un magasin en soi. Oui, c'est énorme. Mais oui, c'est ça, exact. De manière comparable, je veux dire, sans nommer des chiffres, mais des compagnies comme Woman's, André Marquis, Omi Laboratoire, les produits cosmétiques. J'ai travaillé beaucoup avec Cookit. Moi, c'est plus qu'un million. Non, mais c'est ça, exactement. Mais on disait, je pense plus que c'était... Des dizaines de fois plus. Ben oui, 100%. 100%. Puis, mais c'est pour ça que moi, mettons, tu sais, je pars dans le sens que c'est des personnes avec une certaine expérience qui m'avaient dit ça. Puis j'étais plus comme, ouais. Puis je me posais la question. Mais là, il faut que tu te clones en anglais. Oui, je le sais. C'est exactement le prochain step à faire. Tu trouves une partner, tu sais, parce que tu ne dois pas que cette personne-là parte. Là, je ne veux pas faire de conseils en live, mais tu as 430 millions de consommateurs à portée de main. Là. Oui, 100%. Puis c'est vraiment notre prochain step. C'est juste que c'est ça aussi qui est difficile un peu quand tu es dans une PME, je trouve, c'est que tu fais un peu de tout. Fait qu'admettons, l'ouverture, justement, marché anglais, c'est comme dans ma to-do, mais c'est comme le dernier point. Fait qu'il faut que je fasse des affaires urgentes. Puis après, tu sais, fait que c'est ça qui est toujours un petit peu plus touché, mais c'est certain que c'est quelque chose vraiment qu'on veut faire. Là, avec le Nouveau-Brunswick, on a vu qu'il y avait vraiment un grand marché aussi. Là. Il y a quand même beaucoup de monde là. Puis ça a vraiment bien été, fait qu'on veut davantage aussi ouvrir le Nouveau-Brunswick. Il y a un gros marché francophone. Oui, bien c'est ça exactement. Puis deuxièmement, pour la première fois de son histoire, ou du moins des 20 dernières années, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a plus de membres francophones que le gouvernement fédéral au grand complet. OK, pour les 4 prochaines années. Pour les 4 prochaines années. Philippe est une collection insatiable de fun facts. J'adore. Semi-utiles. Il y a une grève Post-Canada actuellement. Oui. Bon, je sais pas, au moment de diffuser, peut-être que ça va être réglé. Là, on diffuse quelques jours après l'enregistrement, mais est-ce que ça t'impacte? Non. Non, mais je veux dire... Yes! Ouais, mais tu fais affaire donc avec un autre... Oui, Puro Later, la plupart du temps. Mais mon point, c'est que ça va quand même... Beaucoup d'autres entreprises qui étaient chez Post Canada vont peut-être aller chez Puro. Oui. Ça va faire comme un petit crunch là, dans les autres. Faites attention à Puro Later a annoncé hier, parce que Puro, c'est une filiale de Post Canada. Ils ont annoncé qu'elle allait se traîner les pieds en solidarité avec Post Canada. Avec Post Canada. Bref, ça ne t'impacte pas, mais qu'est-ce que tu penses de ça, là, sans parler du conflit, là, mais du commerce électronique, du shipping, de cet écosystème canadien qu'on a actuellement? C'est sûr, c'est rough. Là. Mais on a vécu l'expérience, en fait, avec Post Canada, parce que c'est pas la première fois qu'il tombe en grève. Il avait tombé, je pense, en tout cas, il y avait eu des gros délais intensément. Je pense qu'il y a comme 2 ans, si je me trompe pas. Puis c'est à ce moment-là qu'on a fait, on peut juste plus être avec Post Canada à temps plein parce que ça a été le chaos. Là. Ça a été... c'est ça. Mais comme je dis... En fait, tout ce qui appartient au gouvernement, il ne faut pas être en affaire avec Fini donc ta pensée, Jessica. Non, mais j'allais seulement dire, je pense que c'est vraiment important aussi quand tu es dans le retail, en fait, quand tu es dans le shipping en ligne, tout simplement, de vraiment magasiner tes transporteurs. Comme oui, j'ai dit Puro Later, mais on en a un autre, en fait, qu'on est encore plus qu'avec Puro Later. Puis là, c'est CGL. On dirait que je sais même plus c'est quoi. Ça fait dernièrement qu'on l'a ajouté. GLS. Oui, GLS, merci. J'ai fait l'autre bord, mais oui, c'est carrément ça. Fait que je pense que c'est toujours vraiment important aussi au niveau des frais, etc., de vraiment magasiner puis de changer souvent, tu sais. Très intéressant. En tout cas, Jessica, je te souhaite la meilleure des continuations. Je ne vais pas dire chance parce que c'est pas de ça dont tu as besoin. Je rappelle que tu es présidente chez Pop Underwear, une entreprise donc de sous-vêtements principalement. Il y a aussi des chandails. Loungewear, oui. Et donc, vous pouvez visiter évidemment le site web popunderwear.com, c'est ça, et donc faire votre première commande, peut-être en écoutant ce balado. Et ou suivre Jessica et la compagnie sur TikTok pour vous faire... J'ai un compte TikTok. T'as un compte depuis à cause d'elle, c'est ça? Jessica, J'adore. merci d'être venue en studio. Un gros merci à vous. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce.
serait difficile de faire une émission de notre balado sans parler d'immobilier, Phil. On parle toujours d'immobilier. On finit toujours par parler un peu d'immobilier parce que c'est comme un peu la question actuellement qui a de l'impact sur tout le reste. Puis pour en parler, on a quelqu'un qui est un peu différent des gens qu'on a acquis jusqu'ici. Pour plusieurs raisons, Ryan, évidemment. Mais Ryan Lahaye est courtier hypothécaire. Je pense que c'était notre premier courtier hypothécaire à l'émission. Oui, bien, merci. Et puis, j'avais une idée un peu, c'était de poser 15 questions en 15 minutes. 15 questions, 15 minutes. OK. Donc, T'as des one-liners. J'ai 45 secondes pour répondre. Pas de nuance. On va en faire quelques-unes. C'est sûr, il va y avoir un aha moment. On verra où ça nous emmène. Mais déjà, courtier hypothécaire, donc, parle-nous un petit peu de comment ça a évolué ces dernières années. Je me représente bien que c'est quelqu'un qui t'aide à trouver la meilleure hypothèque pour un achat immobilier. Mais comment est-ce que ça a évolué depuis 10-15 ans, toi qui fais ça quand même depuis un certain moment? Oui, mais la technologie a beaucoup influencé notre domaine, surtout pour les consommateurs. L'arrivée de Google pour commencer, là, ça fait un bout que Google est là, on s'entend, mais en général, le public pense encore qu'un courtier hypothécaire va chercher le meilleur taux. Puis ça a changé depuis un bon bout de temps. Là. Je te dirais, même depuis la crise financière, ce type de courtier ne devrait plus exister. Il existe beaucoup encore. En fait, la plupart font juste ce travail-là. Et c'est un problème parce que ça ne sert à rien un courtier hypothécaire travailler là-dedans. Google fait un excellent travail. ChatGPT maintenant, que ce soit le base ou le 4.0. Tu peux aller chercher tes meilleurs taux pas mal sans parler à un courtier hypothécaire. Donc, pour ceux qui travaillent encore dans ce genre de pensée-là, c'est un problème parce que, en fait, les moteurs de recherche font très bien le travail. Donc, justement, question numéro 2. C'est quoi la différence entre passer par un courtier hypothécaire puis faire affaire directement avec une institution financière, Ryan? Bien, si c'est pour trouver un taux d'intérêt, il n'y en a pas. Là. Puis je l'explique aux clients. En fait, c'est pas nécessairement qu'il n'y en a pas, c'est que le courtier hypothécaire, tout de suite, va obtenir, on va appeler ça le taux le plus bas, là, immédiatement. L'institution financière a tendance à tenter de voir si vous êtes informé ou pas. Là. Donc, fait qu'à te proposer un taux un peu plus élevé, puis une fois que tu jases, ça peut baisser. Exact. Mais ils vont baisser. Là. Ils sont assez faciles à squeezer. Donc, à la fin, tout le monde arrive à peu près au même niveau. On est quand même dans un marché oligopole au Canada pour les banques. Donc, on est proche. Grandes banques là, qui exact. L'important, c'est que tu te retrouves dans cette bas de gamme-là. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton prêt hypothécaire? C'est là que c'est rare que quelqu'un va arriver à une banque pour dire, écoutez, moi, j'aimerais une garantie non collatérale avec une option de pénalité réduite non différentielle. Et puis, j'aimerais aussi optimiser fiscalement pour rendre mon hypothèque déductible en utilisant la mise à part de l'argent locatif pour même revenu. J'avais dit qu'il était bon. Donc, ce type de questions-là, c'est là où est-ce que le courtier hypothécaire va venir faire une différence. Okay. Et si ton courtier ou un courtier ou même ton banquier n'est pas dans ce genre de travail-là, Google va faire le travail pour te dire où est-ce que tu te trouves au niveau des taux. Assure-toi que tu es dans le bas. Puis après ça, va chercher toute l'information additionnelle. Va chercher avec ton courtier pour dire, mais comment que je peux faire? Si tu as une situation complexe aussi, il y a des gens qui ont des situations plus complexes que d'autres. Le courtier peut aider à trouver des solutions plus optimales. Ce que j'ai vu, moi, récemment... Là, question numéro 3. Dans des dossiers, on va y arriver. Là. On est à 3 minutes. Go! C'est l'institution financière qui dit, si tu passes pas par mon institution financière, par ton institution financière habituelle, là, tu sais, ta marge, ta carte de crédit, tu sais, ils commencent à... Puis moi, ça me fait suer au quart de tour. Là, quand ils commencent à lier ton dossier hypothécaire à... Ouais, mais tu sais, t'as ta business avec nous autres. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est quoi le rapport? Tu sens-tu ça, des fois, là, un genre de geste protectionniste? Oui, on appelle ça du bundling, si on veut. Là. Donc, les banques vont offrir du bundling. Il y a une ligne vraiment mince à suivre au niveau du qu'est-ce qui est bundling puis qu'est-ce qui est racketeering. Donc, les banques dansent sur cette ligne-là de façon dans la zone grise, on va dire. Prudente, oui, c'est ça. Mais pas pour dire que... Mais opportuniste. Opportuniste, exact. Donc, oui, effectivement, ça peut arriver. En majorité, par contre, pour une banque, une hypothèque, c'est une manière d'aller acquérir de la clientèle. C'est rare que tu vas rentrer dans la banque Scotia si tu n'es pas client pour dire « Hey, salut, qu'est-ce que tu peux m'offrir aujourd'hui? Tu n'as pas le temps, tu es occupé. » Donc, si potentiellement la banque Scotia répond à tes besoins au niveau hypothécaire, ils vont avoir l'opportunité de te vendre des produits connexes. Et les hypothèques, les banques font presque pas d'argent avec ça. Là. Les gens pensent que les banques font beaucoup d'argent avec les hypothèques. Ils en font, mais c'est pas leur produit vedette. Là. C'est pas là où est-ce que les marges de profit sont incroyables. Ils utilisent ça vraiment. Et
même souvent à perte pour aller chercher un client qui a du potentiel pour vendre des produits croisés, assurances surtout, des cartes de crédit, comptes bancaires, des produits financiers, etc., etc. Et puis, un client est juste vaut qu'est-ce que la banque peut te vendre dans le futur. Donc, qu'est-ce que tu as avec la banque actuellement? La façon que la banque le voit souvent, c'est la banque est toujours en croissance, en acquisition. Donc, si tu as tous tes produits avec une banque, tu vas commencer à voir que tes offres sont de moins en moins intéressantes parce que les chances que tu pars, c'est compliqué. Changer de compte, changer de carte, changer toutes tes affaires. La banque sait très bien que les chances que tu pars sont réduites, donc elle va commencer à te majorer pour faire plus de profit parce qu'elle n'a plus rien à te vendre. Donc, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Ouais. Il y a eu, la hausse des valeurs immobilières, la hausse des taux d'intérêt, là, ça commence à baisser un petit peu, mais ça reste qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes sur le marché immobilier canadien depuis 2-3 ans, Ryan, puis beaucoup d'imprévisibilité, des fois entre le moment où on voit une maison, le moment où on l'achète, puis le moment qu'on passe à la banque. Les paramètres peuvent avoir changé. Comment, justement, est-ce que tu accompagnes les clients dans cette incertitude-là? Toi qui es quand même jour après jour collé sur... T'en vois passer des dossiers chaque jour, là, contrairement à quelqu'un qui achète sa maison peut-être une fois dans sa vie puis qui fait 5-6 renouvellements hypothécaires. Là. Comment est-ce que tu conseilles tes clients pour les emmener au bon endroit, dans les bonnes... Je pense que c'est la même formule qui marche partout. Si tu vas courir un marathon, tu te prépares avant de courir le marathon. Si tu vas lancer une business, tu te prépares, tu fais des recherches de marché avant de lancer ta business. Nomme n'importe quel domaine. Si tu vas faire quelque chose, normalement, tu vas t'organiser en avance, tu vas te préparer. Donc, dans le courtage, dans le financement, c'est la même approche. C'est de s'assurer... Même si le client ne veut pas, parce qu'on s'entend personne, ça leur tente pas d'aller chercher des documents. C'est pas tout le monde qui est organisé, donc aller chercher un avis de cotisation. Moi, j'aime plutôt ça, Ryan. Oui, c'est sûr que toi, t'aimes ça, là, c'est sûr. Mais lui, il va même pas le chercher, leur file. Il sait exactement où ils sont. Il est dans son OneDrive, là, comme... il y a de la... Which document would you like? Il y a 6 drives redondants là, pour le faire, mais pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, qui n'est pas en finance, ils n'ont pas leur T4 et leur talon de paye et leurs avis de cotisation depuis 6 ans, tout organisé. Donc, organiser la personne pour que la transaction soit plus facile, soit prêt, c'est déjà 60% du travail. Et par la suite, s'assurer qu'on est prêt lorsque le client fait une offre d'achat. Le problème dans tout ce qui est l'offre d'achat, quand il y a des délais, c'est que il y a le courtage immobilier qui met beaucoup de pression en termes de délai. Puis des fois, les courtiers, même s'ils font... Il y en a beaucoup qui font... là, je fais attention, il y en a beaucoup qui font un bon travail. Ils ont tendance à créer leur propre stress en mettant des délais de transaction qui sont 6-8 jours, même pas ouvrables. Donc là, si tu frappes une fin de semaine, tu as 3 jours pour que le client organise ses documents, choisisse sa banque, soumet le dossier, évalue la propriété, être sûr que toutes les conditions sont correctes, faire l'inspection. Le client capote, le courtier capote parce qu'il ne veut pas faire sa vente qui fait 40 000 $ de commission. Donc, le courtier immobilier, tu parles. Oui, exactement. Pas courtier hypothécaire. moi c'est ce courtier immobilier. Oui, il faut trancher. C'est pas la même chose. Donc, le problème là-dedans, c'est que pour un client, il faut qu'on slow down. Là. Son choix de banque et de structure va être avec lui pour les 10-15 prochaines années potentiellement. Là. Donc, de paiement, oui. Donc, le courtier après immobilier, il est plus là à la fin. Puis c'est correct, il a fait sa job, il a bien fait sa job, mais là, ton hypothèque, ta structure, tes conditions, ton optimisation, toute ta vie va rester après. Prends le temps, prends une semaine ou deux là, pour être sûr que tout est correct. Ça, là. Donc, principalement, là, pour aider les clients, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on essaie d'organiser puis de ralentir un peu le processus tout en respectant le fait que effectivement, il faut être vite parce que tu veux pas perdre la maison, tu veux pas perdre une opportunité. Tu le sais, quand tu es en transaction, c'est stressant. Je sais pas si c'est comme pour moi, Ryan, mais bon, moi, je suis même pas particulièrement dans l'immobilier. Là, je connais ça comme plus par la banque. Mais toi, c'est ton titre sur LinkedIn, sur Facebook. Moi, tout le monde autour de moi, les jeunes recherchistes ici, mes petits cousins, tout le monde me demande, Francis, l'accès à la propriété. Tout le monde a des questions pour moi. J'aimerais un peu te faire passer le même exercice, mais justement, un jeune là, de 25 ans, salarié, qui gagne bien, mais pas super bien sa vie. C'est quoi, on doit te le demander, toi aussi, là, tu dois avoir des petits-neveux, là, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu leur dis un peu pour être encourageant face à la situation qu'on vit actuellement dans l'immobilier au Québec? Ben,
être encourageant. Non, mais c'est sûr que... Est-ce que tu leur dis d'abandonner le rêve? Non, mais il faut être encourageant, mais il faut être surtout réaliste. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. C'est clair que quelqu'un avec un salaire, un revenu à 25 ans, aujourd'hui, accéder à une propriété, ça va être plus difficile. En fait, le travail qu'on fait, c'est d'expliquer que, comme dans la plupart des choses dans la vie, puis c'est dur à faire comprendre ça aux jeunes, c'est que c'est en anglais. On va dire, OK, on est au 99% en anglais, mais c'est delayed gratification. Il faut comprendre que tu n'auras pas toute la vie que tes parents ont en ce moment. Oui, je sais qu'ils ont 2 voitures, ils ont le double garage, ils vivent une belle vie, ils ont le chalet. It's not in it for you. Là. C'est pas possible. C'est pas à 25 ans, c'est pas possible tout de suite. Ouais. Comme, prends ton temps, choisis une propriété qui est accessible. Ouais, mais c'est loin, c'est pas dans la place que je veux rester. Je comprends. Moi, ma première propriété, je l'ai achetée à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Nécessairement, j'aime Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais c'est pas la place que nécessairement... C'est pas le plateau Mont-Royal. C'est pas le plateau Mont-Royal. À côté du petit café. Oui, là, exact. Mais j'étais jeune, j'avais début vingtaine, donc c'était un escalier, un step pour être capable d'aller chercher la prochaine, et tu te bâtis un patrimoine tranquillement, de manière calculée et réfléchie. Donc, je pense que c'est d'amener ça et de dire, écoutez, les sacrifices que tu fais aujourd'hui vont t'amener une belle vie plus tard. Hein? Donc, hard decisions, easy life. Décision facile, vie difficile. Je répète ça souvent. Donc, je pense que c'est l'approche à prendre. Donc, c'est ça. En plus d'être courtier toi-même personnellement, Ryan, tu es à la tête d'un réseau, d'un groupe RLH, qui lui-même fait partie d'une plus grande famille, Planiprêt. Oui, que je détiens. C'est ça. Peux-tu nous expliquer la hiérarchie de ma vie? Je sais que je veux pas que tu aies toutes tes filiales puis tes compagnies de gestion, mais mettons, entre le courtier individuel, le groupe de courtiers puis la marque de courtage, comment est-ce que ça fonctionne exactement au Québec? Oui, au Québec, mais c'est similaire pour beaucoup de courtiers. Donc, un courtier hypothécaire indépendant va avoir sa business de courtage, donc ses clients. Ce courtier-là doit s'affilier normalement à un cabinet de courtage qui va lui donner les produits bancaires. Donc, pourquoi s'affilier? Il pourrait être indépendant, mais c'est plus difficile d'aller chercher des rabais quand tu n'as pas de volume critique. Donc, tu sais, faire 10 millions, 15 millions de prêts, ça a l'air beaucoup, 15 millions, mais dans un marché de milliards et milliards et milliards de dollars, c'est pas beaucoup. La banque a son 15 millions. La banque, elle c'est après la virgule. Oui, exactement. Donc, le courtier doit s'affilier. Mais si t'es 10 courtiers, 20 courtiers, puis qui font chacun 15-20 millions, ben à un moment donné, tu arrives à la banque, tu dis, on amène un demi-milliard quasiment de business. Exactement. Là, un petit peu plus de pouvoir de négociation. Oui, donc la façon que ça marche pour les banques, c'est que c'est sûr, c'est le volume, mais eux autres regardent aussi le travail investi comme une banque. Donc, combien de fois qu'on soumet un dossier et que le dossier débourse? Combien de fois qu'on soumet un dossier et le dossier est refusé? Combien de taux de dérogation dans ta clientèle? Donc, en ayant un groupe qui est extrêmement efficace avec un haut volume d'efficacité, très peu de dérogations dans le portfolio, on va chercher des structures qui sont supérieures, on va chercher des réponses plus rapidement. Donc, on voit la différence. Donc, ma franchise va faire ça. Et Planiprêt, c'est la même chose, mais il y a plusieurs, si on veut le dire, j'appelle ça des franchises, mais c'est pas exactement ça, mais le principe est le même. Donc, il y a plusieurs franchises avec plusieurs dirigeants. Comme donc, toi, là. C'est ça. Moi, je suis dirigeant d'une franchise que je détiens entièrement. Et puis, on est quelques partenaires à Planiprêt qu'on détient le cabinet en entier. La marque, le cabinet. Oui, exactement. Très bien. Et puis, donc, là, toi, tu recrutes donc des jeunes ou moins jeunes, mais courtiers pour travailler avec toi dans ton équipe de proximité. Oui. Oui, non, mais tu en as recruté, en tout cas. J'en ai recruté dans le passé. Je les ai rencontrés déjà. Effectivement, oui. Mais c'est quoi un bon courtier hypothécaire? Si tu devais en recruter un autre demain matin, tu cherches quoi? À part, évidemment, il y a des diplômes et des certifications, mais mettons qu'il y a ça déjà. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut pour se joindre à une équipe comme à la base, les barrières ou le barrier to entry, là, comme on dit, là, la barre est assez bas pour le courtage hypothécaire. Même chose pour le courtage immobilier. Donc, nous, on recherche, c'est pas nécessairement une éducation traditionnelle, mais on recherche quelqu'un qui a un bagage qui pourrait apporter une valeur ajoutée au client. Il y a beaucoup de choses qui s'apprend. La fiscalité s'apprend. L'économie, ça s'apprend. C'est pas tout le monde qui peut avoir un PhD en économie, on s'entend, là. Mais les bases s'apprennent et si le client peut trouver, ou pas le client, mais le courtier peut trouver sa niche pour aider ce type de client-là pour obtenir du succès, bien, c'est ça qui va faire la différence. Donc, il faut vraiment... Tu sais, quand les courtiers hypothécaires, on est tous en train de parler des mêmes produits. On s'entend, on a tous accès aux mêmes banques, on a tous accès aux mêmes produits. Donc,
La question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un banquier et un courtier hypothécaire si on a tous les mêmes produits, techniquement, tous les mêmes choses? Et la réponse, c'est l'individu. Qu'est-ce que l'individu apporte? Au niveau expérience, oui. Au niveau expérience, pas seulement de l'expérience du courtier, mais l'expérience de il y a toute la transaction. Le service. Là. Oui, c'est ça. Mais le service, il faut y aller comme qu'est-ce que tu veux dire par service? Souvent, les gens disent, je donne un bon service. Mais j'espère, qui dirait je donne un mauvais service? En fait, tu serais peut-être unique en disant dans le marché, moi, je donne un mauvais service, appelez-moi, puis tu vas vivre la mauvaise expérience. L'accompagnement. C'est unique. Oui, l'accompagnement, c'est une affaire. Puis de se spécialiser, comme nous, on se spécialise en stratégie, en optimisation et dans l'expérience de l'impeccabilité. Donc, c'est ça qu'on répète. Mais chaque courtier doit se définir, tout comme n'importe quelle compagnie. Tu n'achètes pas un Apple parce que peut-être tu aimes un iPhone, tu achètes l'expérience d'avoir un Apple. Donc, c'est un peu la différence. Ouais. Et un jeune courtier qui arrive, ou moins jeune encore une fois, mais il y a un nouveau courtier qui arrive dans ton équipe, est-ce qu'il s'est attendu qu'il va tout de suite vendre, amener ses clients, démarcher des clients, ou c'est vraiment ça la job? Là. Ça ne tombe pas tout cul dans le bec, là, occupe-toi de ce dossier-là. Non, c'est ça. Il faut qu'il aille chercher des clients. Il va avoir un stage, il va avoir des vérifications. Nous, on a un QA pour 3 ans où est-ce qu'on va regarder chaque dossier, chaque analyse, chaque recommandation pour être sûr que c'est fait d'une façon impeccable et pour être sûr que c'est fait d'une manière qui est intègre pour le client. Parce qu'il y a des produits, des promotions des fois qui frôlent la ligne pour des banques où est-ce qu'on va vous payer X montant de plus si vous envoyez le dossier là-bas. Qu'est-ce qu'on disait, le bundling ou racketeering? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, il faut être sûr que le courtier agit dans l'intérêt en tout moment de son client. C'est ça que, jusqu'à date, j'ai été chanceux de jamais rencontrer un cas où est-ce que c'était flagrant, que c'était mauvais, mais ça existe. Où est-ce que, tu sais, on peut le voir dans les volumes de courtiers. Si on voit que cette année-là, cette banque-là était vraiment pas dans les taux, dans les produits, même dans les structures. Puis ce courtier-là a envoyé 80% de sa business-là à cette banque-là. Pourquoi? Donc, il faut se poser la question. Les résultats du courtier doivent ressembler à ce que le marché va livrer. Donc, il faut benchmark, faut avoir des benchmarks. Ryan Lahey, j'ai pu comment te présenter tes courtiers hypothécaires, en tout cas, président de groupe RLH. T'as plus de titres que moi, finalement, mais c'était vraiment un plaisir de t'accueillir au balado. J'en profite pour faire une petite plug. J'ai été au balado de Ryan. Merci. C'était comme un échange de bons procédés. La retenue. La retenue. Ton balado, on peut le trouver sur Spotify. Il y a YouTube, sur tous les réseaux de distribution. Et donc, si vous voulez la version longue de cet échange, on a fait presque 1 heure ensemble. Exactement. Vous irez écouter celle-là. Ouais. Merci d'être venu en studio, Ryan. Ça me fait plaisir, merci. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Merci d'avoir été à l'écoute. Philippe, qu'est-ce que tu retiens de l'émission d'aujourd'hui? Entrevue extraordinaire avec Vitrail, la compagnie qui a développé un engin d'intelligence artificielle qui gère comme le trafic pour avoir accès plus rapidement à la bonne personne. À la bonne personne dans la réseau santé. Puis les sous-vêtements qui sont vendus dans TikTok, je trouve ça... moi, je viens d'ouvrir mon compte TikTok. On lui souhaite que TikTok survive et que ça ne soit pas la saveur du moment, mais effectivement, ça a été, je pense, un bel instinct qu'elle a eu, Jessica. Puis évidemment, on a eu la chance de s'entretenir avec Ryan Lahey, qui est non seulement un super courtier hypothécaire, mais en plus qui est président d'un groupe de courtiers et associé là, chez Planiprêt, qui est une des grandes marques de courtage hypothécaire au Québec. Donc, vraiment intéressant. Si vous avez des questions pour nous, si vous avez des invités que vous aimeriez qu'on accueille, si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à nous écrire studio@cube.radio. Trouvez Philippe ou moi sur LinkedIn. Et dans mon cas, en tout cas, nouvellement, sur Blue Sky, honnêtement, je mets ça avec des petites pincettes, mais mon nouveau réseau social de prédilection. En fait, Francis, c'est sur tous les réseaux sociaux. Oui, mais celui-là, je te dirais, je pense qu'il y a quelque chose à explorer. Donc, suivez-moi, mais surtout, écrivez-moi si vous avez des recommandations. Ça va me faire plaisir de vous lire. Phil, bonne semaine. Bonne semaine. À bientôt. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.